July 1944. The British Secret Services set their plan to assassinate Hitler in motion. A British sniper is to be parachuted into Germany and must infiltrate Hitler's Bavarian location with orders to kill him during his daily walk, when security is minimal. But Winston Churchill hesitates to give the green light to this operation. Should he kill a bloodthirsty madman or let a mediocre war leader live? Finally, the operation is abandoned. In July 1944, the British Secret Services consider that as head of the German army, Hitler has become their best ally to bring about the fall of the Reich. During the Second World War, Hitler made an increasing number of errors and lost many battles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. In 1940, when England was in his reach, Hitler allowed the British army to rebuild itself. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. A mistake that he will pay a high price for during the Allied landings. In 1942, in yet another bad decision regarding the Red Army, Hitler sends his troops into the cruel Russian winter. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler loses almost 1 million soldiers in what will be the real turning point of the Second World War. Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, he launches an unnecessary attack in the Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. The only one responsible for this massacre, Hitler used up the last of his troops and opened up Germany's doors to the Allied forces. On May the 10th, 1940, Hitler launches Operation Fall Gelb, Case Yellow. When Hitler ends his strange war by giving the order to simultaneously invade the Netherlands, Belgium and France, the shockwave created by this lightning invasion shakes the entire world. Le 10 mai 1940, les deux camps attaquent. Tout d'abord, les Allemands, dès 4h45, attaquent les Pays-Bas et la Belgique. Dès 7h du matin, les Franco-Britanniques entrent en Belgique avec l'intention irréaliste de donner la main aux Hollandais. Ce faisant, ils tombent dans un piège parce que le maître-coup des Allemands était de frapper au centre, au niveau de Sedan, à la jointure de la ligne Maginot et justement de ces forces engagées en Belgique, où ils engagent 3 Panzerdivisionen avec une massue aérienne de 1500 appareils. Et ils frappent la 9e armée française, composée de réservistes démotivés. An attack in Belgium and the Netherlands, with the aim of attracting the best Allied troops, followed by a main push in the center from the Ardennes to break the enemy. That was the plan to scythe through Europe, which the Wehrmacht strategists submitted to Hitler. Du 13 mai en gros jusqu'au 28 mai, la déferlante allemande donc, se passe des Ardennes jusqu'à Abbeville, donc tout le nord de la France est coupé à ce moment-là. En 5 jours, ils parcourent entre 80 et 95 km, ce qui est miraculeux aux visions de ce qui s'était passé en 1918. Et bien sûr, ils enferment dans une immense poche les forces franco-britanniques qui se trouvent piégées à Dunkerque. Le piège se referme sur 500 000 soldats franco-britanniques donc, qui sont enfermés dans cette poche.
Cornered on the beaches of the North Sea and faced with German forces who are advancing on them, the Allies can only wait for the final death blow of the Wehrmacht. That's when the unthinkable happens. Going against some of his generals, Hitler orders his army to stop advancing. C'est clairement une erreur. Les soldats anglais sont enfermés dans cette poche de Dunkerque. Ils n'ont pas grand-chose à espérer, mis à part une évacuation, mais qui sera très risquée. Et les Allemands ont un avantage. Ils peuvent encercler tout le monde et capturer la quasi-totalité de l'armée anglaise et laisser les Anglais de façon totalement démunis pour défendre leur propre territoire. Il y a une très violente altercation avec le numéro 1 de l'armée de terre, le colonel général von Brauchitsch, qui lui veut attaquer sans tarder Dunkerque. La querelle est très violente, mais c'est le Führer qui l'emporte. Il montre à ses officiers généraux que c'est lui le chef. Un chef a besoin de marquer son territoire. C'est lui le chef. Donc il dit stop. Maintenant, ça suffit. Hitler a eu peur. A eu peur que ce soit un piège. Ses troupes vont beaucoup plus vite et beaucoup trop vite pour lui. Et il a peur à chaque fois que les lignes s'étirant, que les sources d'approvisionnement restant en arrière, ses troupes soient démunies. Donc le Haltbefehl de Dunkerque, c'est probablement une crise de panique d'Hitler qui demande qu'on s'arrête, qu'on reconstitue les forces avant de continuer et de progresser. Ce qui va laisser le temps justement aux Anglais de mettre en place cette incroyable opération, cette évacuation, l'opération Dynamo, qui va être en fait une prouesse incroyable que personne n'imagine possible. Taking advantage of Hitler's strategic error, the British military launched Operation Dynamo. It was a real gamble that aimed to repatriate the 350,000 soldiers of its expeditionary troops that were held prisoner in Dunkirk. L'opération Dynamo, elle va se dérouler dans des conditions extrêmement tendues. Effectivement, le temps est complètement dégradé. La fenêtre est très courte parce que les services de renseignement ont bien compris que la pause allemande n'allait pas durer plusieurs jours. Pour assurer le sauvetage, il faut que ces soldats partent par la plage. Il n'y a pas de port, on n'est pas sur des... On ne peut pas faire venir des gros bateaux au ras de la plage. Donc il va falloir faire venir énormément de petites embarcations qui vont s'approcher au plus près sur la plage. C'est une opération qui mobilise finalement tout ce qui flotte. C'est-à-dire on a des bateaux militaires, on a des yachts privés, on a des embarcations, des bateaux de pêche. La Royal Navy, mais aussi la marine marchande britannique, mais aussi les yachtmen de la côte, tout le monde en Grande-Bretagne met la main à la pâte pour envoyer des navires. As soon as these British ships moved away from the coasts of France, they had to face the firepower and harassment of the Stukas, the formidable bombers of the Luftwaffe. Pendant toute cette opération, la Luftwaffe, l'arme aérienne d'Hitler, matraque sans compter et cause des pertes importantes. Over this merciless hunt, several dozen of the Royal Navy's ships are sunk. Une bataille violente a lieu dans les airs entre cette Luftwaffe allemande et la Royal Air Force, qui a été tout de même bien étrillée par la bataille de France, mais dont les chasseurs restent et resteront très efficaces. During this last-ditch evacuation, all the available air forces on British soil are mobilized. These are serious times, and the very survival of the British Army is at stake. Il faut sauver les troupes parce que l'essentiel, effectivement, c'est que les Britanniques en sont bien conscients. L'essentiel, c'est de sauvegarder le potentiel militaire britannique. Half victory or semi-failure? Certainly, the British forces were rebuilt, but at the cost of tens of thousands of French soldiers who were sacrificed to protect their escape. These are sent into captivity on the other side of the Rhine. Worse still, the British army is unarmed. In its haste, it had to abandon all of its weapons on the French beaches. This loss, assuming that the war continues, is a disaster for the British, while at the same time, on the other side of the Channel, its French ally has surrendered.
On the Champs-Élysées, the German troops parade triumphantly. In Rotonde, at the signing of the armistice, Hitler lets his joy show. And with good reason. Continental Europe is entirely at his mercy. And on the other side of the Channel, the British enemy is ready to drop like a ripe fruit. And against all expectations, the Führer does not take action. He tries to make a deal. Il a effectivement une hésitation. Il a caressé l'idée d'une paix avec la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'Hitler considère les Britanniques comme une population aryenne. Il y a un élément racial là-dedans. Il considère les anglo-saxons comme faisant partie un peu de la race supérieure. Dans son esprit, il veut signer un pacte avec les Anglais pour justement ne pas avoir à faire face à deux fronts. Et donc celui-là serait arrêté à l'ouest et il peut se consacrer à l'est. Ça aurait pu marcher, sauf que depuis le 10 mai, le Premier ministre ne s'appelle plus Chamberlain, mais Winston Churchill. Le choix de Churchill par le roi George VI, c'est le choix de la guerre, en fait. On avait un grand prétendant donc, au poste de Premier ministre, c'était Lord Halifax. Et Lord Halifax, c'était plutôt un pacifiste qui aurait pu effectivement engager une politique de compromis avec l'Allemagne. Or, le roi George VI fait appel à Churchill, qui est un vieil homme, il a 65 ans, plus de 65 ans. Il a déjà une carrière politique derrière lui assez lourde. Churchill, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il a combattu durant la guerre des Bourses en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un homme de poigne. Lorsque Churchill arrive, dans son premier discours aux communes, il dit « Je n'ai rien à vous promettre, que des larmes et des grincements de dents. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. » Nous nous battrons sur les côtes. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. Et il termine son discours par « We shall never surrender. » We never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Churchill, en même temps, il a une volonté de faire, il ne lâchera jamais de toute la guerre, et en même temps, c'est l'un des hommes les plus rusés. Il va monter un cabinet noir qui va faire croire à Hitler, en fait, le meilleur mensonge, c'est celui qu'on a envie de croire. Et Hitler et son entourage ont envie de croire une possible paix avec les Anglais. Et donc, Churchill va monter un cabinet noir qui est censé être un cabinet d'opposants factices et qui va ensuite discuter et gagner du temps avec les Allemands. Il faut gagner du temps. Et donc, il donne des gages en disant une partie des Anglais discutent alors qu'en fait, c'est totalement bidon. Lorsqu'Hitler comprend qu'une négociation avec les Britanniques n'aboutira pas, l'objectif principal devient de débarquer en Angleterre. Voilà. Et donc de préparer le débarquement, d'où la bataille d'Angleterre. From the many invasion plans put forward by the military, Goering's is the one chosen by Hitler. Göring, pour des raisons de prestige personnel et de positionnement interne au sein de la hiérarchie nazie, veut pousser l'arme aérienne et promet à Hitler que la Luftwaffe va lui donner la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Göring dit « Mein Führer, kein Problem, la Royal Air Force, j'en fais mon affaire. Ils ont perdu 1000 avions, j'en fais mon affaire, 3 semaines. » Hitler, qui n'y connaît rien dans l'aviation, dit « Bon, vas-y, puisque de toute façon, les autres en face, ils n'ont pas l'air de vouloir discuter. » C'est une erreur stratégique immense, parce qu'en commençant la bataille d'Angleterre, il conforte la position de Churchill et il dresse toute la Grande-Bretagne et tout l'Empire britannique contre le Reich. July 1940. Hitler and his military set in motion Operation Seelöwe. The Sea Lion plan aims to land on the British Isles. In order to achieve dominance in the air, which is essential for the invasion, the entire German Air Force is mobilized. 1,000 fighter jets and as many bombers. Goering's first strategy is to create an artificial embargo from England to isolate the islands from the continent. The ports and Navy convoys are the main targets.
Il y a plusieurs phases dans la bataille d'Angleterre. Une première phase, c'est une lutte contre le commerce britannique dans le Channel, dans la Manche. Les Allemands décident de bombarder surtout les ports maritimes et les navires, y compris marchands, ceci pour essayer de bloquer l'approvisionnement de la Grande-Bretagne. Et il coule des bateaux charbonniers, il coule des vedettes rapides. Bon, ça marche pas si mal que ça. La deuxième phase, c'est une phase contre les bases du Fighter Command. Le Fighter Command, c'est donc l'organisation de défense aérienne qui est responsable de la défense du ciel britannique. Ça, c'est la période cruciale. Ils vont chercher à détruire les aérodromes militaires qui se trouvent autour de Londres pour essayer de faire un couloir aérien qui permettrait aux bombardiers allemands d'atteindre toute cette zone. La première idée, c'est de mettre à mal ou de mettre à bas la chasse britannique, en se disant que si, d'une part, les Britanniques sont militairement affaiblis et si, d'autre part, leur aviation est réduite à néant ou presque, alors le débarquement sera moins difficile. When the Battle of Britain begins, the British Air Force only has 850 planes, vastly inferior to the number in the Luftwaffe. However, the quality of the British pilots, combined with the great maneuverability of the Spitfire, made them a formidable opponent. In 1 month, 500 German planes were destroyed. In addition, in this battle, England had a particularly effective weapon. Il y a le fameux radar qui est ultra secret et qui va permettre aux Anglais de prévoir les vagues d'avions qui arrivent de jour comme de nuit. La Home Guard est créée à ce moment-là, c'est une milice patriotique qui est créée par Churchill pour justement l'effort de guerre. Tout le monde va s'y mettre. Les hommes et les femmes vont monter sur les toits, vont avoir des jumelles, vont être équipés, vont être justement pour prévenir des attaques allemandes. Ils ont des observateurs. Ils ont tout un système de communication qui leur permet d'utiliser leurs escadrilles au mieux. Dès que les escadrilles allemandes décollent, on sait quand elles décollent, on sait de quoi elles sont composées, on sait qui elles sont. Et d'autre part, tout est centralisé par la RAF qui va donner, comme dans un immense jeu de guerre, un immense wargame, l'ordre de décoller à telle ou telle escadrille, ce qui fait que chaque fois, les Allemands sont attendus et surpris. Et donc, leur stratégie est continuellement déjouée par les Britanniques. The war effort is entirely in the hands of the RAF pilots. In the first phase of the Battle of Britain, they bring down around 40 German planes every day. But they also have worrying losses. More than 300 fighter planes are brought down and 230 pilots disappear. On the eve of the 7th of September 1940, the British forces have reached breaking point. Peu à peu, du fait des coups de boutoir de la Luftwaffe sur ces infrastructures de la Royal Air Force, le Fighter Command commence à plier. Il y a un certain nombre de bases dans le sud-est de l'Angleterre qui sont évacuées parce qu'elles sont considérées indéfendables et parce qu'elles ont subi des destructions trop importantes. Fin août, début septembre 1940, on peut dire que la défense aérienne britannique est à la limite de ses possibilités. C'est-à-dire les pertes en avion et en pilote sont plus importantes que le renouvellement des pilotes et des avions. Et donc ça se joue à très peu. Si Hitler avait poursuivi dans cette stratégie, peut-être que 2 ou 3 semaines plus tard, il l'aurait emporté, sauf qu'il change d'avis et qu'il décide de matraquer donc les grandes agglomérations britanniques. How can Hitler's strategic U-turn be explained at the very moment when victory seemed imminent? Le 24 août se déroule un événement important qui va changer la donne. Le
Le 24 août, des bombardiers allemands, par erreur, bombardent la banlieue de Londres. La réaction de Churchill est immédiate. Il fait bombarder Berlin. Symbolique. Quelques kilos de bombes, même pas centaines de kilos de bombes. Mais Göring avait dit un truc, je veux bien qu'on m'appelle Toto, l'équivalent du Toto allemand, quoi. Hein. Je veux bien qu'on m'appelle Toto s'il y a une bombe ennemie qui tombe sur Berlin. Or, il y a une bombe qui tombe sur Berlin. Imaginez l'Allemagne victorieuse sur tous les fronts et le 24 août, Berlin bombardé. Hitler sort de ses gonds, devient fou de rage, dit « Ah, elle bombarde nos villes, très bien. On change d'objectif, on ne bombarde plus les aérodromes et on va mettre la pression sur les villes anglaises. » Day and night, waves of German bombers received the order to crush civil targets. London and large cities in the south become their priority targets. Hitler réagit de manière un peu émotive suite au bombardement de Berlin en focalisant sur les villes britanniques au lieu de focaliser sur les objectifs stratégiques militaires. Ce jour-là où Hitler pique une colère en disant « je vais bombarder les villes », c'est écrit dans les mémoires de Sir Hugh Dowding, le patron du Fighter Command. Il dit « je suis tombé à genoux et j'ai remercié le ciel » de ce changement, parce que pendant ce temps-là, certes, on allait avoir des morts et des blessés dans Londres, mais mon outil industriel était complet. By moving away from his original objectives, Hitler offers an unexpected respite to the British war industry. Factories are starting to operate at full speed, with weapons, ammunition, and aircraft being manufactured at high speeds. Rearmament is in progress. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Lorsque vous visez une population, vous la soudez entre elles, vous la soudez derrière son gouvernement. C'est une erreur psychologique et stratégique majeure. Subjected to constant bombing, everyone in London is mobilized and stands up in the face of disaster. Some search the debris in search of survivors. Others fight fires with often limited resources. And at the slightest alarm, everyone abandons their post to rush to the shelters. When the attacks intensify, Londoners take refuge in the underground stations. They remain calm and settle there as a family. During this period, however, 50,000 people will perish as a result of the German bombs. When the bombings are only carried out at night, hope is truly reborn. It's proof that the Luftwaffe is losing its supremacy in the air. The Royal Air Force, backed by its anti-aircraft defense, has found its efficacy once again. Göring a développé une aviation d'opération, c'est-à-dire une aviation capable de soutenir les forces terrestres, et pas une aviation à volant stratégique, c'est-à-dire capable de raser des villes, des usines, des infrastructures. Donc l'aviation allemande, la Luftwaffe, a les ailes trop courtes. Il décolle depuis les terrains les plus proches de la côte anglaise, mais ils ont 10 minutes au-dessus du territoire britannique. Les chasseurs qui les escortent, les Messerschmitt 109, ils ont à peine 10 minutes de combat. Et quand on fait du combat, on a la manette en avant, quoi. On est plein gaz, donc on consomme énormément. Très souvent, si l'escorte de chasse doit affronter une interception des chasseurs du Fighter Command, ils n'ont plus suffisamment d'autonomie pour protéger les bombardiers dans le ciel de Londres. Et ces chasseurs du Fighter Command attendent justement que les bombardiers soient dans le ciel de Londres sans escorte de chasse pour étriller ces raids de bombardement allemands.
Et c'est là où ils perdent énormément de monde et énormément d'avions. The defeats in the air start to add up for the Luftwaffe. Goering has overestimated the strength of his air force. Les avions anglais vont faire un carton sur les bombardiers allemands et plus de 1850 bombardiers et avions de chasse allemands vont être détruits pendant cette bataille d'Angleterre. Il faut bien voir une chose, l'avantage va être encore aux Anglais. Quand un avion anglais est touché, si le pilote n'est pas tué, il saute en parachute, il descend, il tombe sur le sol anglais. Il saute dans une voiture, une moto. 1 heure après, il est dans une base, on lui confie les commandes d'un nouvel avion et il repart au combat immédiatement. Un pilote allemand qui doit sortir de son avion en flammes et qui réussit à s'extraire de son avion est ensuite un prisonnier et perdu pour l'Allemagne pour le reste de la guerre. Et là, les Allemands vont perdre énormément de navigateurs, d'équipages, et qui vont leur faire cruellement défaut pour la poursuite de la guerre. During the Battle of Britain, Hitler also made the mistake of putting too much confidence in his Air Force's technological advances in nocturnal guidance by radio waves. In this War of the Waves, the fighter command that coordinates all of the actions of the British anti-aircraft defense once again has a head start. Les savants britanniques ont été décisifs dans cette guerre. Les bombardements de nuit allemands étaient réglés par radionavigation. Les Allemands avaient des systèmes de guidage automatique de bombardiers avec des systèmes radio, des faisceaux radioélectriques. En gros, le bombardier se cale sur ce faisceau. Quand il couple le premier, il a un bip, et là, il sait qu'il est à 1 minute du tir, et le deuxième, il appuie sur le bouton. Ça marchait assez bien. Les Anglais s'en sont rendus compte, ils ont brouillé le système. Conclusion, ça faisait bip avant, bip après, et les bombes n'arrivaient pas dessus. Les bombardiers allemands bombardaient souvent dans la nature. Et il ne faut pas oublier que les Britanniques aussi ont renforcé la défense de leur ville par une DCA conséquente, des ballons munis de filins de fer qui étaient susceptibles de couper les ailes d'un appareil passant au travers. Et donc, c'était un échec. Et je dirais que du côté allemand, on a laissé cette campagne mourir d'elle-même pour ne pas dire que c'était un échec. In London, the population is relieved. In Berlin, even if he refuses to admit it, Hitler has just lost his first battle. Il est difficile de savoir à partir de quand il a compris qu'il n'arriverait pas à mettre à genoux les Britanniques. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin de l'année 1940 et du tout début de l'année 1941, son regard se tourne vers l'Est et que la priorité devient l'Union soviétique. Le principal but de guerre d'Hitler, c'est une guerre raciale et idéologique contre les Juifs et contre le bolchevisme. Son principal objectif, c'est la conquête de l'Est. Il avertit ses proches qu'il prévoit une attaque de l'Union soviétique au printemps 1941, à la stupéfaction de ses interlocuteurs qui essayent de le calmer. Mais il va continuer sur cette idée. Il sait que l'armée rouge est en très mauvais état, le matériel n'est pas à la hauteur, la logistique ne suivra pas, et donc il y a là une fenêtre d'opportunité. Et puis bien sûr, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec ses inférieurs et il faut étendre l'empire nazi vers l'Est, il faut conquérir. Pour attaquer la Russie, il est nécessaire d'éviter l'hiver. Et pour éviter l'hiver, il vaut mieux s'y prendre très tôt, c'est-à-dire au printemps. C'était de fait ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était attaquer l'URSS, disons, en mars-avril 1941. Mais il se fait que Mussolini a pris l'initiative, sans en référer à Hitler, d'attaquer la Grèce. Et Hitler est furieux, évidemment. Mais il est obligé de venir aider son allié pour les questions d'image, parce que l'armée italienne ne réussit pas à percer en Grèce. L'armée grecque se défend très très bien.
On the border between Greece and Albania, 16 badly equipped Greek divisions block 27 Italian divisions. Italy's supposed power is seriously undermined. Hitler détache des forces pour aider les Italiens en Grèce, et puis il attaque en même temps la Yougoslavie, qui se range du côté britannique à ce moment-là. Et il ne peut pas le supporter. On the 6th of April 1941, without any declaration of war, the Luftwaffe bomb Belgrade. Yugoslavia surrenders 10 days later. La Grèce, le grand coupable, c'est Mussolini. Qu'est-ce que Mussolini avait besoin d'aller s'en prendre à la Grèce? Quant à la Yougoslavie, c'est qu'une histoire d'amour-propre. C'est là encore, si vous voulez, une marque d'orgueil et de colère d'Hitler qui a dit il faut les punir. Despite the delay, Hitler once again improvises and decides to put the Soviet Empire out of the game immediately. In his mind, the hopes of the British rely on the USSR. They must be destroyed by succeeding with another blitzkrieg in the East. Donc il a perdu 2 mois, mais l'objectif est toujours le même, c'est de conquérir l'URSS en 5 mois. Fin 41, l'affaire est close et on se retourne à nouveau vers l'Angleterre là, pour régler la question britannique. Voilà l'idée du plan d'Hitler tel qu'il a été présenté à ses généraux. Alors bien sûr, lorsque ces généraux découvrent les plans d'attaque de l'URSS en juin 41, c'est la consternation là aussi, parce que l'ampleur du travail est immense. Ce sont des territoires sur des milliers de kilomètres. Il avait compté sur 2 choses. D'une part, les distances, et puis d'autre part, le peuplement. Car si l'armée rouge, en 41, n'est pas prête, elle a du monde. Elle va pouvoir mobiliser. Hein. Et ça, avec le temps, ça finira par jouer. On June the 22nd, 1941, Operation Barbarossa is finally set in motion, 3 months late. Hitler gave the order for nearly 4 million Axis power soldiers to invade Russia. Lors de l'offensive allemande sur les Russes, Hitler a mis un coup au moral terrible à Staline, qui s'est enfermé 3 jours dans son bureau et qui n'est pas sorti pendant 3 jours. Ses généraux n'avaient plus de nouvelles. Il est complètement abasourdi, Staline. Il n'est pas surpris, mais il est abasourdi que Hitler soit assez fou pour engager un second front à l'Est sur un territoire aussi grand. Staline n'y croit pas. Barbarossa mobilizes 4,000 tanks and as many German planes. It's the biggest military operation in history. Fighting on 3 fronts, the divisions advance in the south towards Kiev, in the center towards Moscow, and north towards Leningrad. At the start of the invasion, the advance of the German divisions is dazzling. La première raison, c'est tout simplement la qualité des forces allemandes. C'est-à-dire que, pour la dernière fois, le Blitzkrieg fonctionne. La stratégie du Blitzkrieg fonctionne. Donc les Allemands sont très très bons et ils jouent à fond de leurs forces. Faced with this blitz, the Red Army is outnumbered and in disarray, especially as it is defending itself without any real strategy. Staline a fait une purge en 37-38, ayant éliminé des milliers d'officiers de l'armée soviétique. Donc l'armée rouge, au niveau du commandement, n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, inefficace. Staline a donné des instructions très fermes, au début au moins, de ne pas reculer. Au lieu de ça, on se bat désespérément, on se fait encercler et d'immenses nombres de soldats soviétiques sont capturés. Et ce sont des armées entières, des 200, 300 000 hommes qui capitulent, qui sont capturés lors de grandes manœuvres d'encerclement. Et au total, c'est plus de 2,5 millions d'hommes qui sont capturés lors des 6 premiers mois de l'opération Barbarossa. C'est une masse énorme de soldats que l'armée rouge va perdre. Staline a refusé les signatures des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre. Il dit, moi, un soldat de l'armée rouge, il doit combattre jusqu'à la mort.
s'il est fait prisonnier, c'est déjà un traître. Donc son sort ne m'intéresse plus. Et donc ces pauvres soldats russes qui sont faits prisonniers vont partir dans des camps de prisonniers allemands où ils auront un traitement très dur, ils seront traités comme main-d'œuvre esclave, plus de 30% d'entre eux vont périr dans ces camps, qui sont des vrais... On est à l'approche des camps de concentration et des camps d'extermination, hein, on s'en approche au niveau des conditions. Les soldats allemands qui tombent aux mains des Russes, pareil, hein, les Russes ne leur font pas de cadeaux non plus. In German cinemas, where propaganda is in full swing, the civilian population is impressed by the rapid progression of the armies. In October 1941, Kiev is conquered, Leningrad is surrounded, and Moscow is just a few hundred kilometers away. L'environnement rattrape les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands qui jusque-là combattaient en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud, sur des distances courtes, se trouvent confrontés aux immensités soviétiques. Les lignes de communication et de ravitaillement s'étirent sur des centaines de kilomètres, et ce n'est pas des routes comme on a nous en Occident. Le ravitaillement allemand, la logistique ne suit plus. C'est une armée qui était mécanisée, qui était moderne et qui redevient une armée de fantassins avec des chariots tirés par des chevaux. Et c'est ça qui arrive à la formidable armée allemande dès l'automne 1941, une démodernisation. Plus de 70% est encore hippomobile. C'est-à-dire que les chevaux, il ne faut pas leur donner de l'essence, mais il faut leur donner du foin. Si on peut amener le pétrole par pipeline, parce qu'il y a des régiments de pipeline qui avancent en même temps que l'avancée des troupes, il n'y a pas de pipeline de foin, quoi. Hein. Les ordres sont clairs, on se nourrit sur la population. Hein. Donc très très rapidement, il va y avoir des pillages, littéralement, des villages ukrainiens, biélorusses, baltes. Et les soldats vont se nourrir, quitte à ce que les gens crèvent de faim. In light of this, the Russians retreat and systematically apply a scorched earth policy. No urban areas are spared. All of the houses and the harvests are burned. Nothing is saved. Infrastructures are destroyed. Every bridge is demolished with explosives. The invaders' advance must be slowed down as much as possible. The German troops' difficulty progressing is compounded by a climatic event known by the Russians as the Rasputitsa. Il se trouve qu'au mois d'octobre, en Union soviétique de l'Ouest, eh bien, il y a des pluies diluviennes qui transforment les routes et les chemins en cloaques de boue d'1 mètre d'épaisseur. Ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur les plaines russes. Et donc l'armée va s'enliser dans des bourbiers à partir de octobre 1941. Dès qu'il pleut, les routes deviennent, en fait, ne sont plus des routes, sont des bourbiers. Et donc, progresser devient très difficile, très lent. Et c'est quelque chose qu'Hitler ne réalise pas. Les chevaux, ils en ont jusqu'au poitrail, il faut les abattre. Les camions, ils restent dedans, les chars aussi. Donc, et le problème, c'est que vers la fin octobre, début novembre, en 8 jours, tout ça, ça passe à -30. Donc les camions qui sont dans 1 mètre de boue, maintenant, ils sont dans 1 mètre de glace. It was during this period that the Germans experienced their first loss. Since the beginning of Operation Barbarossa, they had lost half of their initial forces in men and material. Inevitably, the war machine seizing up and the state of morale became so concerning that General Rundstedt decided to inform Hitler. Von Rundstedt, comme beaucoup de généraux et d'officiers allemands, ont les informations qui remontent du terrain, qui remontent des lieutenants, des capitaines, et qui disent la situation est catastrophique, les compagnies qui comptaient 200 hommes, il en reste 20, 30, les chars, sur un effectif théorique de 50 ou 100 chars, il n'y en a plus qu'une dizaine. À partir de novembre 1941, l'armée allemande est aux portes de Moscou. La légende dit que certains voyaient déjà les clochers du Kremlin. On est à une cinquantaine de kilomètres du Kremlin. Les objectifs sont plutôt atteints, mais avec du retard. Ce retard va expliquer que les armées allemandes vont être bloquées face à Moscou, notamment à cause de la neige, tout simplement. Le plus grand soutien de Staline, ça va être
en dépit des Américains qui vont lui fournir du matériel, mais ce sera l'hiver russe, le général Hiver, qui va se venir au secours de Staline et qui va geler la machine de guerre allemande. Les soldats sont équipés avec leurs équipements d'été et ne seront pas équipés de vestes d'hiver quand le froid va leur tomber dessus. Et un froid de moins 30, moins 40, personne n'y résistera. Les armées allemandes ne sont pas équipées temps froid. Parce qu'elles ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ne sont pas équipés temps froid. Ou très peu. Il y a peut-être quelques divisions qui sont de SS qui sont peut-être équipées, mais ils ne sont pas équipés. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Le carburant gèle, vous prenez votre fusil, vous le serrez et vos mains restent collées à l'acier gelé, etc., etc. Leurs chars vont geler sur place, leurs avions ne démarreront plus, les soldats vont mourir de froid, tout s'arrête. The German army is now paying a high price for Hitler's delay in launching Operation Barbarossa. C'est une armée mal ravitaillée, ayant froid et faim, qui se bat avec courage et détermination contre des Russes qui étaient eux aussi de plus en plus déterminés à défendre Moscou et la mère patrie. Given the urgency, Stalin tries to galvanize his people with patriotic speeches. We must repel the enemy at all costs. The date of the counterattack has been set. It will be headed by a strategist of the Red Army, General Zhukov. Zhukov est sans doute un des esprits les plus brillants de l'armée rouge. Il a commencé sa carrière comme simple cavalier. On dit même qu'il a décapité d'un coup de sabre un cavalier blanc. C'est un esprit très brillant qui a été formé en particulier à Berlin avec certains officiers soviétiques qui ont eu comme professeur un certain capitaine Paulus, qui sera le grand vaincu de Stalingrad. Et Zhukov est un protégé de Staline. C'est l'homme de la situation. C'est pas quelqu'un qui va perdre ses nerfs ou faire comme certains généraux soviétiques ou autres, vouloir conduire des charges en avant pour masquer leur incompétence par un surcroît de courage. On the 5th of December 1941, the Red Army's counterattack begins. C'est Zhukov qui prend l'offensive, une contre-offensive très bien menée, et qui prend les Allemands, je dirais, à contrepoint. Ceux-ci sont obligés de reculer malgré les ordres. Hitler donne un ordre d'arrêt, de transformer les villages en forteresses. C'est souvent les civils qui en font les frais. Ils sont chassés, livrés à eux-mêmes dans la neige. Et des batailles terribles ont lieu dans ces villages, car en fait, la bataille décidera de qui dormira dans la neige et dehors ou pas. Donc ce sont des combats excessivement sauvages, je dirais, et plus du tout de la guerre moderne. At the end of December 1941, the German front was pushed back 100 or 200 kilometers. En décembre 1941, Hitler est bien obligé d'admettre que sa stratégie de conquête est un échec. Et plutôt que de prendre cet échec sur sa propre responsabilité, il va donc se décharger sur ses trois maréchaux qui donc commandaient les trois groupes d'armées, le nord, le centre et le sud. Et donc il va limoger ou inviter à la retraite de ses officiers donc à quitter le champ de bataille. After the Battle of Moscow, von Rundstedt and 37 other generals were dismissed. Hitler is then forced to have a radical reshuffle of his army. Les critiques de certains de ses subordonnés, il ne les supporte plus. Il fait appel à des jeunes loups un peu plus jeunes qui, eux, par ambition, vont être beaucoup plus serviles. Le chef de l'état-major allemand s'appelle Keitel. Et il y a un jeu de mots à l'époque qui le surnomme la Keitel. Lakai, c'est le laquais. Donc voilà, ça donne une idée de la servilité de l'entourage d'Hitler qui n'ose absolument pas le contredire, qui n'ose même pas discuter avec lui. Cette extrême concentration des pouvoirs et du pouvoir décisionnel aboutit à des catastrophes puisque un homme seul prend des initiatives désastreuses. In December 1941, while the situation on the Eastern Front is becoming more complicated, Hitler makes one of the most disastrous decisions of the war. On the 7th of December 1941, 353 Japanese aircraft take off from 6 aircraft carriers in the direction of Pearl Harbor, the base of the US fleet in the Pacific.
27 décembre 1941, l'amiral Yamamoto, qui commande la flotte, attaque Pearl Harbor. Ce ne sont pas les États-Unis qui entrent en guerre. C'est le Japon, effectivement, qui bombarde Pearl Harbor. Et il y a un état de guerre qui est constaté par les États-Unis. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 2 jours après, Hitler, soi-disant grâce au pacte germano-nippon, déclare la guerre aux États-Unis. Le pacte avec le Japon ne prévoyait d'assistance au Japon que si le Japon était attaqué. Or là, c'est le Japon qui a attaqué les États-Unis. Donc il n'y a pas de cas d'alliance, si vous voulez. Hitler aurait très bien pu se dispenser de déclarer la guerre aux États-Unis. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Les généraux allemands critiquent, mais ne sont pas capables de s'opposer à ce projet-là. Ils sont consternés par cette décision, mais ils obéissent malgré tout. Je pense que cette décision est mue par une méconnaissance totale des États-Unis de la part de Hitler. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, il ne se rend pas compte de la puissance industrielle des États-Unis et il sous-estime certainement l'armée américaine. L'armée américaine, en 1940, c'est 140 000 hommes. Donc Hitler se dit 140 000 hommes, c'est pas eux qui vont bousculer la face du monde. Erreur très grave, effectivement. L'armée américaine va se constituer une énorme machine de guerre, va mettre en place une énorme production industrielle de dizaines de milliers de chars, 50 000 Sherman seront produits pendant la Seconde Guerre mondiale, de milliers d'avions. À la fin du conflit, l'armée américaine, c'est 16 millions d'hommes. En 4 ans, ils vont passer de 140 000 hommes à 16 millions d'hommes. By underestimating the military power of the United States, Hitler definitely compromises his chances of winning the war. Ce qu'on voit dans cette affaire de la déclaration de guerre aux États-Unis, qui est une décision personnelle, c'est l'extrême concentration du pouvoir décisionnel au sommet du Troisième Reich, notamment en matière militaire, dans les mains d'Hitler. C'était pas un stratège, c'est un homme qui commence à être malade, qui est bourré d'amphétamines et de drogue, comme la plupart des généraux allemands en général. C'est un homme qui fait des crises, c'est un homme qui est complètement méfiant et paranoïaque. Et il pilote à ce moment-là l'armée allemande, qui est dans un tournant un peu crucial de sa vie, donc fin 41. Il a perdu du monde. On estime qu'il a perdu, pendant la campagne de 41, dans les environs 700 000 hommes. Donc, il n'a plus le même potentiel qu'en juin 41. Ses perspectives stratégiques sont quand même beaucoup plus limitées. Disagreeing with his generals, who want to retreat to preserve the rest of their forces, Hitler wants to attack again and again. However, on the front, in the heart of the Russian winter, the balance of power has clearly changed. The troops of the Reich seem unable to resist the waves of assault by the Soviet army. Zhukov sends millions of men from his Siberian army into the battle. In early 1942, Hitler, who from that point really held all of the power, prepared to make more poor strategic decisions. Between July 42 and February 43, the decisions of Hitler to take Stalingrad turn out to be catastrophic. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Donc ça a été effroyable. At the same time, hundreds of thousands of elite soldiers from their North African army are condemned. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. Germany, withdrawing on all fronts, has to face the consequences of declaring war on the United States. In June 44, the Normandy landings begin. Hitler doesn't register the importance of this event that will bring about the fall of the Reich. 6 juin 44, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller.
Von Rundstedt, qui est commandant du Großparis, s'insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte ». August 1944. Part of the military staff organize a bombing to put a stop to the Führer's dangerous and deadly decisions. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus, dans sa tête, assiégé. Il est épuisé physiquement et mentalement, et plus personne n'ose le contredire. December 1944. Hitler, who is increasingly dependent on drugs, sends his men in a counterattack in the Ardennes that is as pointless as it is deadly. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Hitler's final lost battle. This catastrophic attack will bring about the fall of the Third Reich.